Donc on va avoir la présentation de Lucie Rose. Donc Lucie, elle a d'abord travaillé dans le marketing, et puis après, elle a recommencé un cursus de psychologie à partir de la L1, jusqu'à aujourd'hui sa thèse. Et sa thèse qu'elle fait sous la direction de Sylvie Chocron et co-supervisée par Clara Kowarski. Et donc elle va nous présenter, elle va nous parler de ces thématiques de recherche qui portent sur l'altruisme et le développement cognitif chez l'enfant. Donc quand tu veux. Merci Olivier. Merci déjà à toute l'équipe qui a organisé les RJC pour cette opportunité. C'est la première fois que je peux présenter mon projet de thèse en présentiel, donc je suis ravie. Donc comme l'a dit Olivier, je suis doctorante à l'INCC, donc le Centre Neurosciences Intégratives et Cognition à l'Université Paris. Je suis encadrée par Sylvie Chocron et Clara Kowarski. Donc le sujet de ma thèse, en fait, c'est le développement de l'altruisme et le développement cognitif chez l'enfant, et plus précisément l'enfant d'âge scolaire. Je suis en première année de thèse, donc j'ai pas énormément de données à vous présenter. J'en ai un peu, mais pas trop. Donc j'ai plutôt choisi de vous emmener un peu dans mon parcours de cheminement, de réflexion un peu théorique et méthodologique sur ce sujet de l'altruisme, qui est finalement assez complexe. Parce que quand on dit altruisme, en fait, on entend beaucoup de choses différentes. Hop. On entend le mot altruisme dans l'évolution, on l'entend en psychologie, on l'entend en économie. Et en fait, dans chaque domaine, ça a en fait des implications un peu différentes, le concept est très différent. Et donc, nous, en tout cas, comme cadre théorique pour notre recherche, et donc dans cette présentation, on va considérer que l'altruisme, ça fait partie des comportements prosociaux. Donc le comportement prosocial, qu'est-ce que c'est? C'est un comportement qu'on va définir comme étant volontaire et intentionnel, avec une priorité de bénéfice pour autrui. Donc ça peut être un autrui individu, ça peut être un autrui la société au sens large, la communauté. Et donc le comportement altruiste, nous on va l'entendre comme un type de comportement prosocial, à la différence qu'il n'y a pas d'attente de récompense pour celui qui va mettre en place le comportement altruiste, et où en fait l'action va être coûteuse. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence. Quand on regarde la littérature développementale, on voit que l'altruisme est souvent lié à l'empathie, il y a d'ailleurs toute une hypothèse là-dessus, mais aussi aux normes morales et sociales, à la culture, à l'environnement familial, etc. Pas mal de choses, mais pas tellement la cognition. Et donc c'est un peu ça qui a drivé tout ce sujet de thèse. Alors l'altruisme se développe tout au long de l'enfance, donc on va regarder quelques jalons développementaux. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans la petite enfance, avant l'âge de 3 ans, on remarque déjà des comportements d'aide entre les enfants ou de la part d'un enfant envers un expérimentateur. Et on remarque aussi qu'il y a une préférence dès la petite enfance pour le comportement prosocial par rapport au comportement antisocial. Ensuite, donc à 6 ans, donc 6 ans pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ne travaillent pas avec des petits-enfants, c'est l'âge de l'entrée au CP, grande section CP, donc c'est vraiment l'âge de rentrer dans le primaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des échanges qui se mettent en place entre les pairs, mais avec quand même une attente d'une réciprocité assez immédiate. Donc on attend quand même une réciprocité, c'est je veux bien te donner, mais qu'est-ce que tu vas me donner en échange? Et on voit en fait déjà une préférence pour le groupe d'appartenance. Donc les enfants, alors en France typiquement ils commencent l'école à 3 ans à peu près, et donc ils ont déjà quelques années en fait de ce groupe école derrière eux. Dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, ils commencent vers 5-6 ans, en fait à l'équivalent de la grande section de la maternelle. Et ensuite, plus on avance, plus les choses se modifient un peu. On voit que dès 8 ans, en fait, les enfants ils montrent une aversion à l'inéquité, même quand elle est avantageuse pour soi. C'est-à-dire que s'il y a une distribution qui est faite de chocolat, on va dire, parce que quel enfant n'aime pas le chocolat, on voit que typiquement si un expérimentateur donne 3 chocolats à un enfant et qu'il va en donner 7 à l'autre, en fait celui qui a eu 7 chocolats, à partir de 8 ans, il va pouvoir rejeter en fait cette distribution. Et même en fait si elle est avantageuse pour lui, lui a eu plus de chocolat, mais il rejette quand même, parce qu'il est sensible justement et il est averse à cette inéquité. Alors qu'avant, au contraire, ça ne les gêne pas du tout d'en avoir plus que les autres. Mais par contre, ça les gêne d'en avoir moins que les autres quand ils sont plus petits. Et donc il y a aussi un changement dans cette idée de réciprocité.
c'est qu'ils vont donner quelque chose à leur père, aider, soutenir, etc. Et ils comprennent en fait qu'ils peuvent attendre une aide différée. C'est que l'aide, en fait, la réciprocité, elle n'a pas besoin d'être immédiate. En fait, elle peut être différée dans le temps. Donc voilà, ça évolue avec l'âge. Et en fait, toutes ces choses, on les mesure de différentes façons. Chez les tout petits, ceux et celles qui travaillent dans les baby labs le savent, on travaille surtout avec l'enfant et un expérimentateur. Ensuite, les 6-8 ans, ils vont faire des expériences en labo, ou alors ça va être des observations vraiment sur le terrain au niveau de l'école. Et donc nous, on se pose un peu la question de comment on mesure l'altruisme chez l'enfant. Déjà, l'altruisme, c'est un concept compliqué, et quand on a un concept compliqué qui n'a pas une base théorique super claire, un modèle théorique super clair, c'est pas facile à mesurer. Ce qu'on voit en fait dans la littérature, c'est qu'il y a très peu d'outils expérimentaux et il n'y a vraiment pas d'outils validés ou normés. Et ce qui est prédominant en fait dans les études, c'est une étude en laboratoire, un jeu en fait en laboratoire qui s'appelle le jeu du dictateur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la façon dont ça fonctionne, c'est que le participant, donc c'est le dictateur, même si le terme ne fait pas trop rêver, et on va lui donner souvent 10 unités de quelque chose. Alors chez les adultes, on donne souvent de l'argent. Chez les enfants, on va donner des stickers, des tokens. Il y a des études où ils donnent des bonbons, mais les parents ne sont pas très d'accord. Et en fait, on va lui dire qu'il y a un receveur hypothétique. On va lui dire que tu peux décider de donner autant de tes stickers à un autre enfant. Alors parfois il y a une image d'un enfant, parfois il n'y a pas d'image, il y a des études où c'est vraiment un père qui le met en face, mais souvent quand même il y a cet aspect un peu hypothétique du receveur. Et donc l'enfant, donc l'expérimentateur sort de la pièce ou tourne le dos, enfin bref, fait semblant de ne pas regarder, et l'enfant va placer certains de ces tokens dans une enveloppe, donc pour le receveur. Donc là typiquement, il peut choisir d'en garder 7 et d'en donner 3, en fait il peut en donner 0 jusqu'à 10. Et ce qu'on retrouve dans les études, c'est qu'en moyenne, en fait, les gens vont donner à peu près 25% de ce qu'ils ont eu au départ, autant chez les enfants que chez les adultes. Donc ça, c'est vraiment le jeu phare, et il est souvent utilisé en one-shot, c'est-à-dire qu'on va demander aux enfants de faire ça une fois dans une enveloppe, et voilà, on a mesuré l'altruisme. Donc c'est un peu léger. Il y a d'autres jeux qui sont utilisés, mais qui sont plus difficiles à mettre en place chez l'enfant et qui finalement sont pas vraiment des mesures de l'altruisme, mais je vais quand même vous les présenter parce qu'on les retrouve souvent dans les études. Donc il y a le jeu de l'ultimatum, où c'est assez simple, il y a un participant A, un participant B, donc le participant B c'est souvent en fait le participant à l'étude, et on lui dit, écoute, donc il y a un autre participant qui avait 10 unités, il décide de t'en donner par exemple 3, est-ce que tu acceptes cette redistribution ou pas? Donc soit il accepte et c'est bon, soit il dit ah non je ne suis pas d'accord, mais s'il dit qu'il n'est pas d'accord, personne ne reçoit rien. C'est-à-dire que le participant A perd tout et le participant B ne reçoit rien. Et donc ça mesure vraiment l'aversion à l'inéquité, et donc c'est une dimension qui est un peu différente de l'altruisme. Et ensuite, il y a le jeu des biens publics, donc qui est souvent utilisé chez l'adulte, mais qui est très difficile chez l'enfant, vous allez voir pourquoi. Donc il faut plusieurs participants, ils reçoivent tous la même somme de départ, ils donnent autant qu'ils veulent dans un pot commun. Ensuite, le pot commun est multiplié par un facteur, donc là vous voyez vraiment pourquoi c'est très difficile chez les enfants, et tout est redistribué, et ils gardent quand même ce qu'ils avaient gardé à la base. Donc voilà, c'est très compliqué pour les enfants de comprendre. Pour les adultes, finalement, c'est assez simple. Hein. C'est comme payer des impôts, c'est comme payer ses factures EDF. Mais bon, pour les enfants, c'est quand même un peu plus complexe. Donc là, on voit finalement vraiment les grosses limites de ces modes de mesure. En fait, surtout, ce qui est un peu gênant, c'est que toutes ces méthodes sont empruntées à l'économie comportementale. Et elles ont été créées à la base pour des participants adultes. Et finalement, quand on regarde les interprétations de ces études, elles sont centrées sur des questions de normes morales et sociales, qui sont activées ou non, et aussi en fait sur de l'affect à un moment T. Donc un affect positif ou négatif, avant ou après le jeu. Et finalement, on ne se pose pas vraiment la question d'autres processus, notamment des processus cognitifs. Et c'est aussi une vision de l'altruisme où en fait il n'y a pas de distinction dans les différents types d'altruisme.
Parce que je pense que vous pouvez facilement imaginer que aider quelqu'un qui tombe dans la rue alors que vous êtes pressé, vous allez rater votre tram, en fait c'est une forme d'altruisme. Mais c'est pas du tout le même type de comportement que partager 10 stickers ou 10 bonbons. Donc il n'y a vraiment pas du tout cette distinction qui a été faite. Donc dans l'objectif de cette thèse, en fait, on s'est demandé comment on pouvait aller un peu plus loin et avoir une vision peut-être un peu plus juste de l'altruisme chez l'enfant. Donc, on est parti d'une échelle qui s'appelle la Altruism Scale for Children, donc, qui a été validée à l'Université de Floride en 2019. Enfin, ça a été publié en 2019, mais validé avant. Et donc, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on l'a traduite et on l'a validée auprès d'un échantillon d'enfants français, donc de CE2, CM1, CM2, parce qu'en fait, ça correspond à l'âge que je vais regarder dans ma thèse, et aussi qu'on avait des contraintes Covid qui faisaient qu'il a fallu qu'on se restreigne un peu sur les âges. Donc des enfants de milieux socio-économiques assez diversifiés, donc on avait des enfants d'écoles privées jusqu'à des enfants d'écoles publiques RAD+. Donc on avait un total de 743 enfants qui avaient un score moyen de 74,6 sur 90. Il y avait 30 items, chaque item était scoré sur 3 maximum. En fait, la façon dont ça se présente, c'est qu'il s'agit de petits scénarios, un peu, vous savez, comme les quiz dans les magazines l'été, là, ou les quiz sur Internet. Les enfants, je leur expliquais en disant, c'est un peu comme les quiz, quel personnage de Harry Potter êtes-vous, donc ils comprenaient très bien. Et donc voilà, chaque fois il y avait des petits scénarios, et il fallait que les enfants choisissent ce qu'ils feraient dans chaque scénario. Et donc c'est de l'entraide ou du partage, et c'est de l'entraide envers la famille, les camarades ou les voisins. Donc nous, on a mis en avant 2 facteurs, l'échelle originale en mettant en avant qu'un seul, l'aide envers les individus et aussi l'aide envers les animaux. Donc c'était assez intéressant. Donc il y avait une bonne consistance interne et un bon fit du modèle. En revanche, ce qui manque, en fait, c'est qu'on n'a pas d'autres outils pour comparer en fait, la mesure de l'altruisme. Donc là-dessus, on n'a vraiment pas pu voir s'il y avait une validité convergente. Et donc c'est un premier pas, on va dire, mais ça reste incomplet. Et ça pose aussi une question, en fait, finalement c'est écrit en tout petit à la fin, mais c'est une vraie question super importante, je pense, dans toutes nos études psychologiques, qui est que ça reste malgré tout assez ethnocentré. On ne parle pas vraiment de l'aide envers les grands-parents ou les personnes plus âgées dans la famille, alors qu'on sait que dans certaines cultures c'est primordial, et c'est vraiment la façon dominante dont on va montrer l'altruisme et la prosocialité quand on est enfant et qu'on est jeune. Et en fait, alors c'est une échelle qui a été construite pour les enfants jusqu'à l'adolescence, donc 18 ans. Et ce qu'on retrouve, c'est donc aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut travailler à partir de l'âge de 15-16 ans, légalement. Et donc dans beaucoup de familles, en fait, la façon de montrer de l'altruisme envers sa famille, en fait, c'est d'aller travailler après l'école, pour ramener l'argent à la famille, en fait. Donc ça, c'est une vraie forme d'altruisme pour les jeunes. Et donc ça, on ne retrouve pas, en fait, dans ce questionnaire. Mais bon, après, nous, ça ne nous concernait pas trop. Donc voilà, c'est une première approche. On a fait la validation version papier. Donc on est allé dans les écoles. Et là, on essaye de valider une version en ligne. Donc si ça vous intéresse de diffuser le lien, je vous l'envoie avec plaisir. On a du mal à recruter. Donc voilà, c'était une première approche. Et nous, on voudrait se focaliser aussi sur le rôle du cognitif, parce que tout ça, en fait, finalement, fait que ça reste incomplet, il nous reste quelque chose à regarder. Donc il y a différents types de comportements altruistes, comme je vous l'ai dit, et la question qu'on se pose, c'est aussi est-ce qu'il pourrait être sous-tendu par différentes fonctions cognitives. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il y a un rôle qui est super débattu de la théorie de l'esprit. Il y en a qui disent mais c'est que de la théorie de l'esprit, il y en a d'autres qui disent ça n'a rien à voir. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les capacités attentionnelles et le fonctionnement exécutif vont faciliter le comportement prosocial. Et notamment dans le cas d'enfants qui présentent un TDAH, donc qui ont des difficultés au niveau attentionnel, le comportement prosocial est vraiment entravé. C'est très difficile. Imaginez en fait un enfant qui présente un TDAH, il ne va pas forcément se rendre compte qu'un camarade a besoin d'aide, en fait, parce qu'il faut déjà processer tout ce qu'il y a autour de lui dans l'environnement. Et il y a aussi éventuellement des liens qu'on devrait regarder avec les capacités de narration et les capacités de mémoire autobiographique. Parce que j'adore la mémoire autobiographique, donc j'ai un peu envie de regarder ce qui se passe. Et donc tout ça mène un peu à la question de thèse globale, en fait, qui est quelles sont les interactions entre l'altruisme et la cognition dans l'enfance.
Donc là, on est en plein développement du protocole. Donc je vais vous le présenter parce que c'est un peu complexe. C'est assez dense en fait. Déjà, on se pose la question du lien entre processus cognitif et altruisme. Donc avec une évaluation de l'altruisme qui va passer par le jeu du dictateur et cette échelle d'altruisme qu'on va faire passer aux enfants, mais aussi aux parents. Ensuite, on va créer, en fait, là, on est en train de développer une plateforme d'entraînement à l'altruisme et on voudrait voir si justement le fait de faire un entraînement à l'altruisme, ça permet effectivement d'améliorer les capacités d'altruisme avec les outils dont on dispose pour mesurer. Et aussi, est-ce qu'il y a un effet d'entraînement, une sorte d'effet retour sur les processus cognitifs chez les enfants qui vont prendre part au protocole. Et donc la manière dont on va faire ça, donc on va travailler avec des enfants de 8 à 10 ans, ils vont venir au labo pour un premier pré-test, donc des processus cognitifs avec des outils qui sont surtout des outils cliniques normés validés mais quand même assez sensibles, et l'évaluation de l'altruisme dont je vous parlais. Ensuite, ils vont rentrer chez eux. Donc on aura un groupe test qui prendra part au programme d'entraînement à l'altruisme en ligne, donc chez lui ou chez elle, donc 16 sessions, donc je vais vous en parler un peu plus en détail. Un groupe contrôle qui aura une information sur l'altruisme, mais ensuite effectuera des petites actions type énigmes, des petits jeux de logique, voilà, donc rien à voir avec de l'altruisme. Et un deuxième groupe contrôle qui ne prendra pas part à la tâche expérimentale. Et donc, cette plateforme d'altruisme, parce que c'est assez flou finalement quand je le dis comme ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ce qu'on va proposer en fait pour chacune des 16 sessions, c'est, donc chaque session va durer 10 minutes, un quart d'heure, c'est un contenu informatif sur l'altruisme et l'entraide, donc sous forme de PowerPoint narré ou de vidéo. Ensuite, le groupe test, il choisira au début des 16 sessions en fait, un engagement, soit envers l'environnement, la santé ou la précarité. Donc on leur laisse le choix, l'objectif c'est de les motiver un peu quand même, de leur donner un peu envie. Et ensuite, à chaque session, donc il y en aura 2 par semaine, ils auront une action à faire en lien avec le thème, dans une sorte de simulation de dynamique de groupe. Donc ça sera comme un petit jeu vidéo, et on va leur demander de faire des choses à côté, comme créer un poster, mais tout dans une simulation de je fais partie d'un groupe bénévole. Et donc le groupe contrôle, lui, fera des actions donc sans lien avec un engagement bénévole. Typiquement pour la séance où ils doivent faire un poster, pour le groupe contrôle, ça sera faire un poster de leur série ou de leur livre préféré. Et donc ensuite, ils reviendront au labo pour une évaluation parallèle des processus cognitifs et de nouveau une évaluation de l'altruisme. Donc ce qu'on espère pouvoir faire avec ce projet, c'est déjà un peu comprendre l'interaction entre l'altruisme et la cognition dans le développement de l'enfant, parce que ça reste à comprendre, mais aussi pouvoir apporter une approche scientifique et robuste dans le développement de nouveaux programmes qui intégreraient l'altruisme sur le plan éducatif ou même familial. Et enfin, éventuellement, avoir un apport pour la remédiation dans le cadre de troubles où on sait qu'il y a des difficultés au niveau de la prosocialité, au niveau de l'interaction avec les autres et au niveau de l'altruisme. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.